c'est une infrastructure qui, du fait des technologies qu'on met en œuvre et de nos savoir-faire, est unique au monde. Et elle est tellement unique au monde, on y reviendra, que les pays étrangers veulent ce modèle et qu'on l'exporte très très bien. Et donc, c'est quoi ? C'est plein de petits détails. C'est être capable de faire venir les gens et de les attirer avec 1 million de références. Si vous cherchez un produit, vous le trouverez forcément à Rungis. C'est ensuite être capable d'organiser, il ne faut pas qu'ils viennent tous en même temps, d'organiser la logistique. C'est être capable de permettre aux opérateurs de mettre en valeur la logistique. Je dis toujours, le marché de Rungis est un art et le marché en est la galerie vivante de notre agriculture qui est un art. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire ? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous vous emmenons au cœur d'un lieu emblématique de l'alimentation en France et en Europe, le marché international de Rungis, véritable plaque tournante de l'approvisionnement en produits frais. Rungis, c'est plus de 1200 entreprises, 13 000 emplois directs et un chiffre d'affaires annuel, tenez-vous bien, de plus de 12 milliards d'euros. S'étendant sur 234 hectares, c'est tout simplement le plus grand marché de produits frais au monde. Pour nous parler de cet écosystème complètement unique et de ses défis actuels, j'ai l'honneur de recevoir Stéphane Layani, PDG de la Cemaris, la société qui gère le marché de Rungis. Depuis 2012, il est aux commandes de cette infrastructure essentielle à notre économie alimentaire avec une vision ambitieuse de modernisation et de transition durable. Stéphane est également président de l'Union mondiale des marchés de gros, reflétant son engagement sur la scène internationale. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les coulisses du fonctionnement de Rungis et les enjeux auxquels ce marché doit faire face. Nous commencerons par comprendre le fonctionnement quotidien de ce géant de l'alimentation et son rôle central dans la chaîne logistique. Ensuite, nous plongerons dans les initiatives de digitalisation et de modernisation mises en place pour répondre aux attentes d'un marché qui est en fait en constante évolution. Nous aborderons également les engagements écologiques et la stratégie RSE qui place Rungis comme un acteur de la transition durable. Nous ne manquerons pas non plus d'évoquer la question cruciale de la souveraineté alimentaire, un enjeu peut-être encore plus stratégique que d'habitude dans le contexte géopolitique actuel. Enfin, nous discuterons des ambitions futures du marché, notamment son expansion et ses défis internationaux. Bref, préparez-vous à découvrir les rouages d'un véritable poumon de l'économie alimentaire avec un invité de prestige qui, à n'en pas douter, saura nous offrir un regard passionnant sur l'avenir de notre alimentation. Mais avant de commencer, Président, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Écoutez, bonjour Cyril, je suis Stéphane Layani, je suis président du marché international de Rungis depuis 2012. Je suis un passionné de gastronomie, évidemment, de peinture, de sport, et j'aime la vie et les gens, donc je trouve que dans ce marché plein de couleurs, de fruits, de viande, de fleurs, de fromage, j'ai toutes les couleurs de la vie, tous les matins, avec des gens formidables, qui sont les opérateurs de Rungis et qui font un travail qui inspire le respect. Ces gens qui se lèvent tôt, vous nourrissent tous les jours, 20 millions de personnes, avec des produits d'extrême qualité, et ils font un métier que je respecte, que je considère, et qui m'a fait un petit peu adorer, aimer ce marché de Rungis, et j'aime les servir, les représenter et les aider. C'est effectivement, en fait, on a tous une image très positive de Rungis en préparant cette émission, en parlant autour de moi du fait que j'allais enregistrer cet épisode avec vous. Tout le monde m'a dit « Oh, Rungis ! Rungis, ça fait rêver, Rungis, c'est plein de lumière. » Et les mots que vous venez d'employer rajoutent de la couleur à tout ça. C'est vraiment quelque chose qui fait partie du patrimoine, en fait, des Français. On va y revenir. Avant d'arriver à Rungis, vous avez eu un parcours qui vous a amené dans des ministères, si je ne dis pas de bêtises. Je suis haut fonctionnaire, donc je ne le cache pas, je suis haut fonctionnaire, et en fait, chaque individu, quelle que soit sa condition, son degré, son travail, il se construit par son histoire, par les choses, les gens qu'il rencontre, par les choses qu'il apprend, par les choses qu'il voit. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu un parcours extrêmement varié. Et d'une certaine manière, je restitue à la nation, au marché de Rungis, aux Français, ce que j'ai absorbé pendant des décennies. Et donc, il y a quelques jours, je dînais chez une amie qui a commencé sa carrière avec moi, et un autre ami qui faisait à peu près le même boulot que moi. On a commencé dans les années 80. Et ce qui nous attirait, c'était le monde de la consommation. Et donc, on a été commissaire de la concurrence et on a travaillé dans une administration extraordinaire qui est la concurrence, consommation, répression des fraudes. La DGCCRF. La DGCCRF. Et c'était pas mal parce qu'on était sur le terrain, on a appris l'autorité, on a appris à se faire respecter, à faire respecter les lois de notre pays. Et en même temps, on a compris comment l'économie fonctionnait, parce que à la fin des fins, tout arrive à un consommateur final. Et donc, il faut comprendre ce que sont les filières, ce que c'est le stade de détail, le stade de gros, le stade de la production. Et c'est ce que j'ai appris à cette période, m'a servi toute ma vie. J'ai compris, je n'étais pas aux manettes, mais j'ai compris comment fonctionnaient les entreprises, quelles étaient leurs stratégies concurrentielles, comment on pouvait maquiller ou ne pas maquiller la réalité avec le marketing. J'ai compris les politiques de segmentation des produits. Et donc, ça a été une période extrêmement intéressante. Puis après, c'est avec ces trois copains, on a présenté le concours de l'ENA. On a réussi. Là encore, tout ça, c'est une question de chance. Je me suis occupé encore des Français, parce que j'ai acheté les médicaments des Français pendant 5 ans. Et donc là, je me suis intéressé à un secteur très très particulier, qui est celui de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Stratégique, hein, on l'a bien vu avec le Covid, à quel point c'est un secteur stratégique. C'est pour ça que les questions de souveraineté m'intéressent depuis le début. La souveraineté, c'est de ne pas dépendre. À cette époque-là, on a construit toute une politique du médicament qui a permis aux laboratoires de développer leurs recherches tout en ayant des produits moins chers, de bonne qualité. Et quand je revois des gens de ce secteur, ils disent « Ah oui, on vous regrette, monsieur Layani, à l'époque, la politique conventionnelle du médicament, c'était une réussite. » Et donc, clairement, ça m'a permis, là, de travailler avec des très gros budgets. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le secteur du médicament. C'est des milliards et des milliards. Voilà, et c'est énorme, et c'est beaucoup de recherche. Et ça m'a aussi donné le goût de l'innovation. Et l'innovation, c'est fondamental pour les entreprises. Donc j'ai géré beaucoup d'entreprises, pas trop mal, en toute modestie. Et puis, mon patron de l'époque m'a dit, j'avais un patron, on a tous un patron,
le patron de l'époque m'a dit ça serait bien que vous ayez une expérience internationale. Et alors là, j'ai fait la tournée des popotes et puis finalement, le truc le plus simple, c'était d'aller à Bruxelles et je me suis retrouvé à la Commission européenne. D'ailleurs, grâce à un copain qui s'appelait Olivier Guersan. Et à la Commission européenne, j'ai débarqué dans une unité. L'unité, c'est le bureau de base de l'administration. Et on m'a dit, tu vas t'occuper d'un sujet qui avait l'air microscopique à l'époque. C'était en 87. 88, tu vas t'occuper du passage à l'euro. Et je me suis occupé du passage à l'euro et j'ai produit un truc qui n'était pas évident. Là, j'ai appris ce que c'était les confédérations, les fédérations professionnelles. J'ai construit le premier accord entre les consommateurs et les associations de consommateurs et les associations du commerce. C'est une grande organisation qui s'appelle Eurocommerce. Et ça, c'est donc à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, qui a été la base de ce qu'on a fait ensuite quand on a fait le passage à l'euro à Paris. Et c'est pour les mêmes raisons qu'à la même période, le ministre de l'économie de l'époque, c'était Dominique Strauss-Kahn, m'appelle pour l'aider au passage à l'euro, à son cabinet. Donc, je me suis retrouvé au cabinet de DSK et de Marie-Lise Lebranchu pour faire le passage à l'euro. Puis, DSK est parti, c'était Laurent Fabius, et j'ai fait le passage à l'euro. On l'a réussi. Pratique. Moi, je m'occupais de l'euro pratique. L'euro des petits vieux, l'euro des aveugles, l'euro des handicapés, l'euro des Français de tous les jours. On a parcouru la France avec Laurent Fabius, François Patria, qui était mon ministre direct, et Christian Pierret. Et on a réussi le passage à l'euro. Plus personne n'en parle. Ah mais on se souvient quand même que c'était un sacré chantier. Tout le monde. C'était un chantier, j'ai plein d'anecdotes, mais là, il faudrait un podcast pour ça. On va pas enregistrer un épisode là-dessus. Je me rappelle comment on a fait, et c'était déjà le sujet de la logistique. Je vous dis, dans tout job, on apprend des trucs. Comment faire monter les pièces et les billets de Pessac à Paris, comment faire monter les billets dans des trains blindés et les faire arriver à Paris pour les diffuser le jour dit, le 1er janvier 2002 dans toute la France. Et donc tout ça, ça vous construit. Et puis ensuite, je me suis retrouvé à Bercy. Le point fort, c'est que je me suis retrouvé à l'Inspection Générale des Finances. Et ça a été pour moi un grand moment où j'ai repris un peu d'air, j'ai reconnu des jeunes, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur des sujets très marrants, essentiellement les sujets de la pêche en France, des DOM, la desserte aérienne des DOM, là j'ai compris l'économie aérienne, et puis aussi quel était l'impact de politique de développement comme l'exonération de charges sociales dans les dom-toms, etc. Et donc, ça a été un bon moment. Et puis, à un moment donné, on m'a dit, là, il faut que tu reprennes les choses sérieuses. On a un établissement public industriel et commercial qui s'appelle l'ANGDM. C'est pas marrant. Il faut s'occuper des actifs et des anciens retraités de Charbonnage de France. Et il faut que tu fermes les mines en France, et principalement cette grande entreprise qui était Charbonnage de France. Je me suis retrouvé avec 280 000 anciens mineurs, 6 000 actifs, et il fallait faire la défaisance, c'est-à-dire gérer les conséquences sociales des bassins miniers, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, et surtout la Lorraine, il y avait encore beaucoup de gens, mais aussi il y avait des petits bassins dans le sud, à Gardanne et ailleurs, et donc à Saint-Étienne. Et donc ça a été... Qu'est-ce que vous avez découvert là? Parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement humain là, pour le coup. J'ai découvert la négociation avec des vrais syndicats. À l'époque, je dis pas qu'actuellement c'est pas le cas, mais à l'époque il y avait des vrais syndicats. Les syndicats de mineurs, c'était des syndicats constitués depuis la révolution industrielle, qui étaient structurés, c'est-à-dire la CGT. Vous parlez du premier, la CFTC, la CGT, la CFDT, qui sont EFO, qui étaient des grandes centrales, des grandes fédérations ouvrières. Et donc, il fallait négocier au jour le jour les conditions de logement, les avantages en nature qu'ils avaient,
la question de la sécurité sociale, et puis également comment mettre à disposition des actifs qui n'avaient plus leur véritable travail, faire des plans de sauvegarde de l'emploi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ah ouais, un PSE, oui, je sais bien. Un PSE, des licenciements collectifs. Et donc, j'ai appris tout ça, et ça a été extrêmement formateur, parce que à la fois, j'ai réglé la paix sociale dans ces bassins miniers, et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Les autorités de l'époque, les hautes autorités de l'époque me l'ont dit. Si on avait été capable de faire sur les mines de charbon la même chose que ce qu'on a fait ensuite sur les mines de fer, eh bien, ça se serait mieux passé. Donc, j'ai réussi mon objectif, mon enjeu, et c'est pour ça qu'à la fin de mon mandat, on m'a pas demandé, mais j'ai eu la chance d'avoir le choix des jobs que je voulais faire, et j'ai demandé Rungis, et j'ai eu Rungis. Eh ben, bravo pour la façon avec laquelle vous nous retracez votre parcours, qui nous éclaire bien sur finalement les grandes étapes qui vous ont conduit à prendre Rungis et puis qui vous ont structuré en tant qu'homme, en tant que professionnel, mais aussi en tant qu'homme, toutes ces expériences finalement, vous l'avez dit au début de l'enregistrement. Mais tout le monde, hein. Il n'y a pas que Stéphane Layani. Mais oui, en l'occurrence, là aujourd'hui, c'est de vous dont il s'agit. Bien sûr. On arrive à Rungis. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que c'est que cette société? C'est quoi la structure juridique? C'est détenu par l'État? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier ou alors c'est une société normale? C'est une société normale, mais qui gère que de la normale. Avant de parler de la société, il faut parler du marché. Le marché, c'est le marché le plus vieux du monde. Hein, c'est un marché qui existe depuis, cher monsieur Arthur Duplessis, qui existe depuis Louis VI le Gros. Et Louis VI le Gros, en 1153, abandonne le privilège des vendeurs d'eau au prévôt des marchands sur un marché qui est au centre de Paris, qui est sur l'île de la Cité, et il le déplace place de Grève, là où il y a l'hôtel de ville de Paris aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'a commencé le marché de Paris. Puis après, toutes les grandes autorités du royaume, les rois, les empereurs, se sont préoccupés de l'alimentation des villes, parce que la première chose que vous faites quand vous voulez faire une guerre, c'est que vous faites le siège de la ville et vous empêchez les gens de manger. Et donc, c'est un aspect fondamental de la guerre. Il y a deux aspects fondamentaux de la guerre. C'est d'une part la santé. L'objectif n'est pas de tuer mais de blesser. Avant de tuer, c'est de blesser pour immobiliser l'armée. Et la deuxième chose, c'est d'affamer les populations. Parce que quand vous affamez les populations, plus rien n'est possible. Et donc, très vite, les rois, le roi François Ier amène ce marché qui est place de Grève à la Fontaine des Innocents, Paris. Et puis ensuite, Napoléon III, crée les Halles de Paris. Un peu plus loin, aux Halles, il fait ses pavillons de fer et de verre qui sont merveilleux et qui inspirent le respect de l'Europe entière. Il y a un bouquin là-dessus, le bouquin de Zola, Le ventre de Paris, qui m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse. Et puis, le général de Gaulle, en bon général, il se dit peut-être que c'est mieux de faire ce qu'avait décidé le Conseil national de la Résistance et de déménager les Halles en dehors de Paris, parce que Paris est engorgé et que pour des raisons logistique et de souveraineté, il vaut mieux l'avoir à l'extérieur de Paris. Et donc, ce grand marché, aujourd'hui, pensez bien qu'aux Halles de Paris, il y avait 10 fois moins de produits, 300 000 tonnes par an. Et là, on a 3 millions de tonnes. C'est 3 millions de tonnes par an. 3 millions de tonnes, c'est le plus grand marché du monde. Et on nourrit 20 millions de personnes. Ce marché qui est magnifique, que j'ai reconstruit depuis une douzaine d'années grâce à des politiques assez astucieuses. Aux 2 tiers, il reste encore des trucs à faire. Eh bien, ce marché, il doit être géré. Ça n'est pas possible d'avoir une grosse infrastructure comme ça, cet aéroport de l'alimentation, sans avoir une société qui gère cette infrastructure, qui est à la fois une infrastructure alimentaire, une infrastructure logistique, une infrastructure sanitaire, une infrastructure de consommation. Et donc, vous êtes obligé d'avoir une société. Et dès 1965, quand on crée le nouveau marché, on
donne à la Cemaris, la société d'exploitation du marché de Rungis, de Paris-Rungis, de la région parisienne, le soin d'organiser, d'acheter les terrains pour faire ce marché et d'organiser ce marché. Donc je suis président de Rungis et je suis PDG de cette autorité. Et donc elle a plusieurs rôles, elle a beaucoup de rôles différents. Il y a combien de personnes dans cette autorité? Parce que quand on dit qu'il y a 12 000 personnes qui travaillent à Rungis, c'est évidemment pas 12 000 à la Cemaris. Et non, la Cemaris c'est une structure légère, on est 350. Quand même. Et on produit 170 millions de chiffres d'affaires. Et donc, cette société, elle a un triple rôle qui est évidemment de maintenir les installations, d'aménager le marché, de faire respecter la loi et donc de faire respecter les règles de concurrence entre les entreprises, c'est le règlement intérieur du marché, et enfin de nourrir la ville, de se démerder pour que les produits arrivent dans de bonnes conditions sur le marché le plus vite possible. Et en général, c'est du A pour A, c'est pas du A pour B. Et puis, de distribuer en A pour A les produits dans la ville, de façon à ce que tout le monde soit servi, c'est-à-dire les restaurateurs, les détaillants, les marchés de plein vent, la restauration collective et la restauration hors domicile en général. Ça veut dire qu'il y a des sujets, des enjeux d'infrastructures monumentaux, parce que pour faire ça, pour aller garantir finalement l'approvisionnement auprès de ces utilisateurs du marché de Rungis, ça veut dire qu'ils doivent pouvoir y accéder facilement, qu'ils doivent pouvoir charger facilement les camions. C'est peut-être un peu rapide ce que je dis, mais c'est très concret en fait. Rungis, c'est quand même des choses qui sont très concrètes. Cyril, vous avez totalement raison. C'est une infrastructure qui, du fait des technologies qu'on met en œuvre et de nos savoir-faire, est unique au monde. Et elle est tellement unique au monde, on y reviendra, que les pays étrangers veulent ce modèle et qu'on l'exporte très très bien. Et donc, c'est quoi? C'est plein de petits détails. C'est être capable de faire venir les gens et de les attirer avec 1 million de références. Si vous cherchez un produit, vous le trouverez forcément à Rungis. C'est ensuite être capable d'organiser, il ne faut pas qu'ils viennent tous en même temps, d'organiser la logistique. C'est être capable de permettre aux opérateurs de mettre en valeur la logistique. Je dis toujours, le marché de Rungis est un art et le marché en est la galerie vivante de notre agriculture qui est un art. Et donc, clairement, tout ça. Et puis ensuite, il faut que les gens viennent, il faut les régler, il faut de la sécurité pour les biens et les personnes. Et enfin, il faut de la sécurité sanitaire. C'est pas si simple. Ça veut dire que ça, par exemple, la sécurité sanitaire, c'est une responsabilité qui vous incombe d'aller contrôler que l'ensemble... Non, pas du tout. C'est la responsabilité de l'État qui le fait très bien. Mais moi, je crée les conditions pour que ce soit fait facilement. Ça se fasse dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, nous, on adore comme je le dis toujours, à Rungis, on adore les contrôles. Les contrôles, c'est un signe de qualité. C'est exactement le contraire de ce qu'on pense. Et justement, je reste sur des aspects complètement concrets. La logistique, apporter à Rungis les produits frais, tout le monde ne doit pas arriver en même temps parce que sinon ça va finir par coincer. Et puis certains produits doivent arriver peut-être plus tôt, d'autres un peu moins tôt. Par exemple, les produits de la mer. Les produits de la mer, c'est un bon exemple. Et tout ça est réglementé et c'est pas fait n'importe comment. C'est même un travail avec des études de trafic, etc. Mais les produits de la mer, ils arrivent à 11h. La mise en place se fait à partir de minuit au pavillon de la Marée et les ventes commencent à 2h, elles terminent à 4h. Et quand on fait une visite à 4h, on voit en général la fin de la marée. Et pourquoi en fait c'est comme ça? C'est comme ça parce que ce poisson a été pêché la veille. Il arrive en camion frit, il est vendu souvent dans des criées et ensuite il est transporté en camion frigorifique. Il faut qu'il arrive le plus frais possible le lendemain matin dans vos poissonneries. Donc quand vous avez un produit frais, nous on est spécialisés. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché de Rungis ne fait pas de produits transformés ou très peu. Et nous sommes les spécialistes du produit frais, pas du produit surgelé, du produit frais. Et donc
un produit est pêché, il est vendu à la criée, il est amené à Rungis, il est vendu. Le lendemain matin, vous avez du poisson extrêmement frais sur l'étal de votre poissonnier. Et par exemple, alors les fruits et légumes, eux arrivent plus tard. Alors, les fruits et les légumes, ça arrive beaucoup plus tard. D'abord, ils viennent de plus loin, parce qu'ils viennent souvent du sud de la France. Et je crois qu'il y a le cresson qui vient d'Île-de-France. je vois que vous avez écouté l'émission. Il y a beaucoup de produits qui viennent d'Île-de-France, mais les produits viennent de plus loin et on ouvre les ventes à partir de 3 heures. Et en fait, de facto, c'est à 6 heures que ça se passe. C'est entre 6 et 10 heures, et à 10 heures, c'est terminé. Je reviens sur le frais de poisson, par exemple, parce que il y a cette dimension de fraîcheur qui est fondamentale sur les produits de la mer. Sur les produits carnés aussi. Hein. Oui, sur les produits carnés aussi. Vous expédiez en dehors de la région parisienne. Est-ce qu'il y a des acheteurs qui viennent s'apprivoiser? On fait s'approvisionner. Merci. J'ai un peu d'avantage, je connais bien ce mot, l'approvisionnement. Non, en fait, oui, on exporte à peu près 1 milliard d'euros de produits chaque année. Et donc, évidemment... L'export, ça sous-entend le reste de la France et l'international? Non, ou ça sous-entend l'international? Ça sous-entend l'international. Okay. Le reste de la France, tout Français a forcément un produit de Rungis une fois par semaine. Tout Parisien, tout Francilien, 2 produits sur 3 viennent de Rungis. 2 produits sur 3. Les autres, ça passe par les centrales d'achat de la grande distribution. Et les produits en France, eh bien, on peut considérer qu'on a une part de marché de 15%. D'accord. Et quant à l'international, eh bien, évidemment, on a des cibles. Nos plus gros acheteurs sont les Anglais, les Belges et les Allemands, mais nous sommes extrêmement distribués sur des produits très pointus comme les huîtres, par exemple Gilardo, dans le sud-est asiatique ou dans le Proche-Orient. Et là, ça part directement à Orly. On a des entrepôts sous douane avec des certificats d'exportation. Il y a une usine de certificats d'exportation qui est gérée par le ministère de l'Agriculture à Rungis. Et donc, on exporte nos produits français. Et donc, les premiers produits vendus sont le fromage, les produits gastronomiques comme le foie gras et un certain nombre de poissons. Parce que, curieusement, y compris d'ailleurs dans des destinations extrêmement tropicales ou exotiques, parce que les grands hôtels ne prennent pas le risque d'avoir pas un poisson qui a eu un contrôle sanitaire. On va revenir sur l'export. Avant ça, j'aimerais que vous me partagiez finalement la vision, l'analyse qui est la vôtre sur les récentes crises qu'on vient de traverser et les impacts qu'elles ont eu. Je pense évidemment au Covid, l'inflation et peut-être même les changements dans les habitudes alimentaires. Comment ces choses-là finalement se concrétisent dans un marché comme celui de Rungis? Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs moi j'ai beaucoup de respect pour les ministres de l'Agriculture qui se succèdent, c'est que le secteur de l'agroalimentaire, c'est un secteur de crise, par définition. Et celui qui dit qu'il n'y en aura jamais ne peut prévoir l'avenir. Mais nous, justement, notre grande force, la grande force du patron de Rungis, c'est d'être capable de s'adapter. Et donc, il n'y a pas de crise à Rungis, il n'y a que des capacités d'adaptation. Alors, quelles sont celles que vous avez dû mettre en œuvre? Au plus loin que je remonte, la première crise que je n'ai pas eu à vivre, qui a été la crise de la vache folle, où il a fallu fermer le pavillon de la triperie. Eh bien, mes prédécesseurs se sont adaptés en leur autorisant à vendre de la viande en caisse, qui a permis aux grossistes tripiers de survivre. Et peu à peu, on a réintroduit l'ensemble des produits tripiers. Le dernier, c'est moi qui l'ai réintroduit, c'est la fraise de veau. Et ça, c'est formidable. Et donc, cette capacité d'adaptation. Et alors, des crises, moi, celle que j'ai connue, j'ai eu la crise des gilets jaunes. Tous les matins, j'avais nos amis des gilets jaunes. Non, c'était des retraités très jeunes. Ma mère m'avait dit, sois sympa avec eux. On était sympa avec eux. On a été leur apporter le café. Il faisait froid, ils étaient en pleine nuit au péage, à espérer qu'un camion polonais passerait. Il n'y en avait pas beaucoup.
Et clairement, ils étaient là, ils avaient besoin de convivialité. C'était essentiellement des retraités. Et on a eu cette crise, on a été solide, on a continué à alimenter les Français. Et puis après, on a eu le Covid. Le Covid, moi je me rappelle, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Hein. Quand je vois Pauline Le Maire, la femme de Bruno Le Maire, la veille la veille du 15 mars 2020, elle me dit « Ah ben tu sais qu'on va fermer tous les restaurants demain ?» Ah bon ? Le lendemain, il y a Bruno Le Maire qui m'appelle, qui me dit « Ah ben Stéphane, je fais une grande réunion avec tous les gens de l'agroalimentaire pour savoir comment vous allez faire pour alimenter les Français puisqu'on va confiner tout. » Et ben on s'est adapté. On a fait un plan très rapidement. On a été capable de rabouter, de transférer des circuits de distribution sur d'autres, de façon à ce qu'il y ait la même quantité d'alimentation pour tous les Français. On a fait des miracles. On a sauvé des tonnes et des tonnes de produits frais qui pouvaient, du jour au lendemain, périr et être gaspillés. On a permis de sortir des champs de l'agriculture francilienne, parce qu'on est un gros distributeur de produits franciliens. On les a sortis des champs, on les a amenés aux Parisiens qui en avaient besoin, notamment avec Rungis livré chez vous. Et donc clairement, on sait s'adapter aux crises. On a eu toutes les crises aviaires qui se sont succédées, qui ont rendu le prix du foie gras un peu cher. Et bien on a été trouver des foie gras en Alsace, dans d'autres régions de France, pour ne pas... pour avoir des quantités normales et ne pas augmenter les prix jusqu'au ciel d'un produit dont les Français avaient besoin au moment des fêtes. Justement, pendant le Covid, le fonctionnement du marché, 12 000 personnes, les faire venir, c'était compliqué ou pas ? Il a fallu réfléchir, travailler collectivement, créer une cellule de crise. Heureusement, moi, dès le mois de février, j'avais créé une cellule. Je voyais bien que c'était en train de tourner vinaigre, cette affaire. J'ai été un des premiers, je me rappellerai toujours, à créer une cellule de crise et le dire aux autorités, parce que je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Il a fallu créer des conditions sanitaires pour qu'il n'y ait pas de contamination. Et on a trouvé des solutions à l'époque. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça passait par exemple par un coup de fil, on venait chercher sa marchandise en bout de quai, il n'y avait pas de contact physique et on arrivait à transporter les produits. Il y avait des messages, on a été très en avance parce que comme on est grossiste, on avait des stocks de masques, on les a eu avant les autres, on les a envoyés. Je me rappellerai toujours le coup de fil de la directrice de cabinet, du directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui me dit « Est-ce que vous avez des blouses et des masques ?» Et moi, je lui ai sorti pour les hôpitaux, pour les soignants, des blouses et des masques, parce qu'ils étaient à Rungis et nulle part ailleurs. Et donc, clairement, on a fait des miracles et on a très bien géré et le confinement et le déconfinement. Parce que c'était passé de 0 à 100 en quelques jours. Et les gens, ils avaient telle attente pour aller dans les restaurants, sur les terrasses, rappelez-vous, les petites terrasses. Il y avait un énorme appel d'air, là, en fait. Et ben, on était là. Et donc, ce qui fait la force de Rungis, c'est sa capacité d'adaptation aux crises. Et bien sûr, on est très aidé par les pouvoirs publics. Hein. Quand une organisation syndicale agricole dit, pour se faire de la pub, on va aller bloquer Rungis, le préfet de police nous met à disposition immédiatement 2 blindés par entrée. Hein. Donc il n'y a pas de sujet. Oui, ça va nous faire arriver tout à l'heure sur le sujet de la souveraineté, justement. Juste pour conclure sur ce point-là, il y a eu la crise de l'inflation et du pouvoir d'achat et tous les distributeurs le disent, il y a eu des modifications dans les comportements d'achat. Est-ce que par effet de ricochet, il y a des choses qui ont changé à Rungis? Est-ce qu'il y a des produits qui étaient moins demandés que d'autres, et d'autres, à l'inverse, qui étaient plus demandés? Ou finalement, non, vous n'avez pas vu de modification? On ne raisonne pas comme ça. D'accord. Nous, on gère des entreprises, on aide, on accompagne nos entreprises, et bien sûr, il y a des fluctuations. Seulement, sur un marché de 3 millions de tonnes, de 12 milliards de chiffre d'affaires, vous voyez bien que ces fluctuations, où il y a des plus et des moins, ça s'annule. Ce qui ne se consomme pas quelque part, se consomme ailleurs, forcément. Et donc, c'est ça toute l'intelligence de nos opérateurs, des grossistes de Rungis,
de pouvoir s'adapter à une situation. Si demain, prenons un exemple bizarre, je pense qu'ils ne le feront pas, les gens ne veulent plus manger de homard, on arrivera à vendre des crevettes. Si les gens ne veulent plus manger de caviar, on arrivera à trouver un succès d'année. Et donc clairement, c'est dans cet état d'esprit qu'on est, qui fait que, bien sûr, l'entreprise qui serait monoproduit, mais il y en a, elles sont très très rares, ça n'existe pas pour ainsi dire, est impactée, elle arrive à se compenser sur d'autres produits en réfléchissant et en travaillant. Mais par exemple, on parle souvent dans les médias de la baisse de la consommation de produits carnés. On ne la voit pas, Régis. Non. Ça augmente de 1 à 2% par an. Les gens adorent la bonne viande. Nous, quand on parle de la baisse de la consommation... Vous êtes d'accord que c'est quelque chose qu'on entend un peu partout Oui, mais c'est pas parce que les gens achètent moins de barquettes sous film dans les supermarchés, les hypermarchés, puisqu'ils vont plus dans les hypermarchés, que les gens vont moins chez leur boucher ou sur les marchés de plein vent. Et donc c'est ça, en réalité, ce qui se passe, c'est des transferts de parts de marché sur des catégories de produits. Et clairement, la viande de qualité, elle n'est pas tellement attaquée. Les gens, ils aiment la côte de bœuf. Je suis content d'entendre dire ça. Ils aiment la côte de bœuf. Ouais, excusez-moi. Je vous confirme. Et on est plus touché par le mauvais temps que par les grandes tendances de consommation. Non, nous, ce qu'on veut, c'est du beau temps pour faire des beaux barbecues avec des salades et de la viande. Bon, tant mieux, parce que c'est une bonne direction. Justement, vous parliez pendant le Covid de Rungis chez vous, ou je ne sais plus comment vous... Rungis livré chez vous. Livré chez vous, c'est une bonne transition pour parler justement de la dimension digitale, la digitalisation de Rungis. Il y a un site qui s'appelle rungismarket.com à destination finalement des clients habituels qui viennent sur place et qui peuvent aujourd'hui aussi se faire livrer. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez mis ça en place il y a déjà quelques années et quels sont finalement les velléités, les objectifs digitaux de Rungis? Alors d'abord, on est très attaché au marché physique. Et nous, on pense qu'il n'y a rien de mieux que l'humain et que la rencontre entre un producteur et son acheteur. Donc ça, c'est la base. C'est la base. Ensuite, bien sûr, le monde est en train de changer et la digitalisation progresse dans tous les secteurs de l'économie. L'alimentaire est plutôt un secteur en retard. Parce que quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que les gens qui veulent acheter des produits par Internet sont extrêmement prudents. Et on sait par exemple qu'ils ont du mal à acheter du poisson et de la viande, qu'ils préfèrent acheter des produits secs et du fromage. Évidemment, on a eu cette expérience de Rungis livré chez vous. On a une marque qui est très très forte, qui vaut des milliards, qui est connue de tous les Français, qui est une marque parmi les plus aimées par les Français. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours mis dans les sondages, mais on est très aimé. Ça, on le voit très bien. Et donc, on s'est dit, on va développer une offre numérique et on va licencier à une entreprise qui sera choisie par appel d'offres, la marque rungismarket.com. Il y a eu des grands de ce monde qui ont fait des propositions et a été choisie une petite start-up qui s'appelle Califrais. Et Califrais faisait déjà de la revente de produits frais de Rungis à nos restaurateurs. Et il y en a d'autres, il y a Food Market, il y en a plein qui sont dans ce segment et ils ont relevé le gant. Aujourd'hui, c'est très dur, c'est un secteur qui est très dur. Le secteur digital n'est pas un secteur facile. En dehors du choix, qu'est-ce qui est difficile ? Il y a plusieurs aspects qui sont difficiles. Le premier aspect, c'est que les sociétés qui font ça sont insuffisamment capitalisées. Et tant que vous n'avez pas de haut de bilan, tant que vous n'êtes pas capable de faire crédit à votre client, vous êtes très facilement en difficulté. Le besoin en fonds de roulement, il est énorme. Énorme. La deuxième raison, c'est que clairement, les habitudes ne sont pas là. Et en général, sur la digitalisation, et c'est vrai même sur d'autres biens physiques, c'est vrai pour Amazon, etc., le commerce électronique est encore aujourd'hui, ça changera peut-être demain, un complément. Ça n'est pas le principal. Et puis, enfin, il y a une question de livraison qui rend les choses plus compliquées qu'ailleurs. Alors là, nous, on a fait fort
c'est qu'on a demandé... Là, c'est sur les délais, les conditions de livraison. Ouais, on ne peut bien pas sûr. faire n'importe quoi. Vous voyez bien que chez les particuliers, il y a même plein d'arnaques qui se développent en ce moment. On vous aide pas livré, il arrive à la mauvaise heure, il y a les impédiments de la circulation, on supprime les places de livraison, etc., etc. Et donc, c'est très compliqué. Et nous, on a fait très fort parce qu'on avait un temps d'avance. On a demandé à des chercheurs de l'université d'Orsay de travailler sur l'intelligence artificielle pour la livraison. Et nous, on économise énormément. Je suis hyper preneur de cas d'application de ça. Comment ça fonctionne, cette utilisation? Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un camion de produits frais, un camion frigorifique, si vous arrivez en bas de Cyril Arthur Duplessis, en bas de l'appartement, et que le colis de Cyril, il est au fond du camion, et ben alors là, vous êtes obligé de sortir vos produits frais, qui sont sous température dirigée, aller chercher le truc, remettre les colis des autres, c'est pas possible. Et donc nous, on a trouvé un logiciel qui permet d'organiser le camion en fonction de la tournée. En fonction de la tournée. Et ben ça, c'est un gros atout, et il paraît que ça nous divise par 2 le gaspillage et par 7 les émissions de carbone. Donc c'est pas si mal. Et donc clairement, en travaillant avec ces jeunes, avec l'université, avec des matheux. Mais parce que vous arrivez à vous entourer finalement de ressources, de talents qui sont pas forcément liés à l'activité de Rungis. Cette volonté d'aller voir des startups, des universitaires, c'est ce qui vous fait progresser finalement dans l'innovation. Oui, parce que j'adore l'innovation. Et puis moi, comme je vous l'ai dit au début, j'aime les gens. Et donc je ne m'intéresse pas uniquement à mon secteur. Et je demande à mes collaborateurs d'être open-minded, l'esprit ouvert, et quand on rencontre des gens, on discute avec eux, eh bien, on peut avoir des occasions de faire du business, d'améliorer le système. Et l'innovation, c'est pas l'invention, c'est simplement améliorer un système qui marche moins bien. Et donc, avec cette petite start-up, eh ben, aujourd'hui, c'est pas mal, 600 commandes par semaine, ils ont 8000 références, ils vont au-delà de l'Île-de-France. Est-ce que ça permet de toucher finalement des grossistes ou des... c'est plutôt les restaurateurs. Les restaurateurs qui sont bien éloignés de l'Île-de-France. Est-ce que c'est finalement une plateforme... C'est notre objectif, c'est d'avoir plus de grands comptes et plus de gens en Île-de-France, mais on fait les choses graduellement, et aujourd'hui c'est essentiellement sur l'Île-de-France. Mais clairement, c'est notre objectif, c'est de nous développer, de montrer que le marché de Rungis est capable de livrer l'ensemble du pays et au-delà avec une plateforme électronique, rungismarket.com, vous l'avez sur votre téléphone, en 3 clics, vous pouvez commander. Mais j'y suis allé, j'ai bien vu. Justement, vous parliez de l'IA qui a permis d'optimiser les tournées, les camions, ça veut dire aussi moins de CO2 ou de... Justement, en termes de transition écologique RSE, l'alimentation, c'est quand même quelque chose, un secteur qui n'échappe pas à tout ça. On entend parler régulièrement, justement, de la contribution des agriculteurs au réchauffement climatique. Bon, bref, il y a plein de sujets, il y a plein de peurs aussi, de clichés par rapport à ça. Ce sujet de la transition écologique... Alors, moi, je vais vous dire, je ne suis pas du tout anti-Trumpiste par définition, mais il y a un sujet où il a tort, c'est la recherche scientifique. Il a vraiment tort, parce que la recherche scientifique, c'est vraiment ça qui est capable de nous sortir de nos contradictions sur le climat et sur la transition écologique. Et donc, regardez, j'ai fait mon séminaire du comité de direction élargie de la CEMARIS sur l'intelligence artificielle. Toutes mes équipes, elles travaillent sur l'intelligence artificielle parce que je suis persuadé que si on prend ça comme un allié et non pas comme un ennemi un peu bizarre, extérieur à ce que nous avons toujours connu, eh ben on va pouvoir se développer, régler des problèmes de climat, des problèmes de qualité des produits, etc., etc. Vous voyez bien que par exemple sur la livraison, l'intelligence artificielle sert à quelque chose. Ça servira aussi à bien cibler qui mange quoi, comment, à quel moment. Ça va éviter du gaspillage. Donc tout ça, ça va dans un seul objectif, c'est
donner aux Français la meilleure alimentation possible en partageant la valeur à tous les stades, du stade de la production au stade de la consommation. Et je parlais en introduction, ça me permet de le revenir sur le sujet, justement, ce sujet de souveraineté alimentaire. C'est quelque chose qui est fondamental de façon structurelle et qui met les sujets de souveraineté. J'ai l'impression que dans le contexte géopolitique actuel, ils prennent une dimension et un poids encore supérieur. Je vais vous dire, la souveraineté alimentaire, c'est ne pas dépendre. C'est ça. Les gens mélangent le chauvinisme et la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est être capable de trouver les produits dont on a besoin, les amener dans l'assiette du consommateur. Donc ça, c'est le rôle de Rungis. Et ça, vous y arrivez, si je dis pas de bêtises, 60% qui viennent de la France. Vous ne dites pas de bêtises. Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que l'avenir de l'alimentation française se joue chez nous, à Rungis, au cœur du marché, avec les professionnels du marché, avec les syndicats, avec les interprofessions qui œuvrent au quotidien à nos côtés. Et 61%, vous avez Pardon, j'ai oublié le 1% des produits qui sont vendus au marché de Rungis sont d'origine française, mais nous souhaitons aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que nous allons ouvrir, c'est la grande innovation du moment, c'est pour ça que j'insiste, le pavillon de la souveraineté alimentaire, près de 6000 m² offerts à notre souveraineté alimentaire, qui est déjà très présente à Rungis. Mais c'est bien d'avoir une vitrine, un flagship, un endroit. Le rôle de ce pavillon, c'est de mettre en avant des initiatives nationales, c'est quoi ? Exactement, c'est d'être capable d'aller chercher au fond des terroirs des produits qui ne seraient pas distribués sinon. Tous les jours, Cyril, tous les jours, j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Ah, je produis tel produit au fin fond du Massif central. Est-ce que je pourrais le vendre à Rungis ?» Je leur dis oui, et j'ai même un service pour ça. Mais je pense que c'est plus simple de demander aux coopératives nationales de distribuer ces produits avec l'aide des régions qui appuieront finalement leurs IGP, leurs AOP, leur secteur, et ça sera extraordinaire parce que bien sûr, je fais la quinzaine normande, la quinzaine auvergnate, les Corses, etc. Mais ce sera mieux. On aura un endroit où si on veut faire un repas corse, on pourra faire un repas corse. Si on veut faire un repas breton, on pourra faire un repas breton. Si on veut manger des produits basques, on aura des produits basques. Et ça, c'est dans le pavillon de la souveraineté alimentaire, 6000 m². C'est un espace nouveau qui se construit. Je suis en train de le construire. Il est monté. Il n'est pas terminé. Et donc, c'est une extension des 234 hectares. Oui, c'est tout petit. 6000 m², bien sûr. Mais vous voyez, ce que j'ai fait sur le carreau des producteurs, je veux le faire sur la souveraineté alimentaire. Ce que j'ai fait sur le bio, je veux le faire. Si vous ne mettez pas en avant dans le commerce une tête de gondole, ben vous n'êtes pas capable de tirer le reste. C'est hyper drôle finalement que vous parliez de tête de gondole et de mise en avant de produits, parce que c'est exactement comme dans un supermarché quelque part. Il faut faire la promotion des différentes gammes de produits des différents producteurs. Bien sûr, même si la comparaison n'est pas raison en la matière, mais nous n'avons rien contre les supermarchés, mais on leur vend pas beaucoup parce que nos principaux concurrents sont les centrales d'achat et ils ont, surtout dans la grande distribution intégrée, chez mon ami Alexandre ou ailleurs, chez mon ami patron d'Intermarché, etc. Chez Thierry Cotillard. Oui, chez Thierry, qui est ambassadeur gastronome de Rungis, donc je l'aime bien quand même. Eh bien, ils ont tendance à vouloir encarter leurs franchisés et leur faire acheter des dans produits les centrales. Dans les centrales. Mais nous, on pense que c'est bien, mais il y a un autre modèle. Il y a le modèle où chaque jour, on joue la loi de l'offre et de la demande, où chaque soir, eh bien, il se passe quelque chose dans la rencontre entre un producteur et son consommateur. Et donc,
Clairement, c'est ça qui fait les prix, des prix qui fluctuent. C'est ça qui permet également d'avoir une base arrière pour tous les petits. Il ne faut jamais oublier les petits détaillants, les petits acteurs de marché. Ce sont nos clients, les petits restaurateurs, on les respecte et ils ont besoin d'avoir cette base arrière, cette centrale d'achat ouverte à tous. Dites-moi, Président, je reviens sur quand même cette souveraineté alimentaire, principalement des produits qui viennent de la France et des dom-toms, c'est-à-dire l'Hexagone et aussi la Réunion ou la Martinique. Et la Guadeloupe. Je reviens sur le sujet, il y a quelques mois, qui était quand même d'actualité, l'accord du Mercosur. Quelle est votre position là-dessus? Je crois comprendre que vous n'y êtes pas tellement favorable, mais est-ce que vous pourriez parce que ça rentre dans les sujets de souveraineté alimentaire. D'abord, je veux aller à l'encontre d'une baudruche que je veux percer très vite. C'est que la souveraineté alimentaire, c'est acheter français, exporter et ne rien importer. C'est impossible, on est d'accord. C'est impossible. Et donc, d'abord, on est dans un pays du Nord. On a besoin de produits frais en hiver, et donc on est obligé de les importer en hiver. Ensuite, on a des besoins qui sont énormes en toute saison, et on n'est pas totalement autonome. Et je vais vous dire, quand vous dites qu'il y a 61% qui vient de France, moi je suis déjà surpris par ce pourcentage, qui me paraît déjà très conséquent. Il est très conséquent, parce que le marché de Rungis, il est vraiment branché sur les agriculteurs. On a plus de 400 agriculteurs à Rungis en permanence, et pratiquement les plus grandes coopératives sont à Rungis. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des saisons où c'est plus compliqué. Et donc moi, j'appelle à ce que les Français respectent plus la saisonnalité, mais les Français sont schizophrènes. Je les adore, mais c'est les mêmes qui vous disent « Ah ben moi je mange plus de viande et qui en mangent », qui disent que je vais pas acheter sur Chine, là, les marketplaces chinoises, mais qui vont... Et donc le commerce, c'est autre chose. Et donc, s'ils veulent des cerises en hiver, sauf à les interdire, je veux pas, c'est les consommateurs qui votent avec leurs pieds. Moi, je suis... Avec leur ventre, en l'occurrence. Je suis directeur d'un aéroport, mais je ne contrôle pas les destinations de mes passagers. Donc cet accord de Mercosur, c'est un mauvais accord, comme tous les accords qui sont gérés très globalement à une échelle européenne. Et donc, évidemment, il y a des secteurs d'activité français qui sont gagnants. Le secteur agricole ne l'est pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne veut l'appliquer en France. Non. Mais il faut mieux le mieux négocier en exportant plus et en important des produits qui sont faits à nos conditions. C'est que si les conditions sanitaires sont identiques... Et les règles du jeu ne sont pas égales, en fait. Si on est à armes égales, ils ne peuvent pas l'être parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Et ça, il faut en avoir bien conscience. Justement, la suite de l'histoire pour le marché de Rungis, c'est quoi les projets? J'ai compris qu'il y avait des projets d'extension, peut-être sur d'autres sites, si je ne dis pas de bêtises. Il y a des projets internationaux. C'est quoi vos défis à venir? Mon défi, c'est d'abord que ce marché continue à se développer comme il se développe depuis 12 ans, grâce à moi, avec une croissance moyenne de 3 à 4% de chiffre d'affaires par an. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché sur la malbouffe, qu'on est plus dans des produits de qualité, des produits qu'on va cuisiner, des produits frais. Et donc ça, c'est mon honneur. Et c'est pour ça qu'on va faire la cité de la gastronomie. Et je vais beaucoup m'engager dans les années qui viennent sur cette cité de la gastronomie, qui est la contrepartie du fait que l'UNESCO a classé le repas national des Français au patrimoine mondial de l'humanité. Et donc cette cité de la gastronomie, la CEMARIS, Rungis, avec les collectifs, avec le syndicat des collectivités qui entourent Rungis, on va faire l'essentiel pour que ce soit un superbe objet qui matérialise ce qu'on aime, c'est-à-dire la bonne et franche nourriture qui nous caractérise. Ça, c'est à quelle échéance ? 2028-2029, mais la pose de la première pierre aura lieu en 2027. Et donc, ça avance bien. On a eu encore une réunion avec mes collègues hier,
Et je suis très confiant sur l'avancée de ce très beau projet qui est un petit peu de l'orfèvrerie pour tous les Français, ce qui permettra à tout le monde d'avoir accès au marché de Rungis sans avoir besoin de rentrer dans le marché professionnel. Donc ça, c'est une très belle nouvelle. Oui. Et deuxièmement, nous avons remarqué qu'il y avait un besoin de local, mais l'agriculture locale, malheureusement, c'est 2,5% des besoins alimentaires des Franciliens. Donc, il faut produire plus, et c'est toute l'idée du marché, du deuxième marché que je vais construire à Goussainville, qui s'appelle Agoralim. Nord-est de Paris, dans le nord-est de Paris, à côté de Roissy. Ouais. Hein. Nous, on est à côté d'Orly, il faut un marché à côté de Roissy. Et Agoralim, qui va être fait à Goussainville, eh ben, c'est un concept totalement différent qui consiste à produire des produits à 100-150 km de Paris, à les vendre, à les préparer, à les présenter, à les transformer. Parce que les gens, ils s'imaginent que leur pomme de terre toute propre, elle arrive dans son sachet. Elle a poussé comme ça. Elle a poussé comme ça. Non, il faut que ça soit lavé, brossé, pesé, calibré, mis en cagette. Et bien, donc on va faire des entrepôts de préparation à Agoralim. Et puis on va arriver ensuite à c'est de la préparation, c'est pas de la transformation là. On fera aussi de la transformation parce que nous souhaitons faire une cuisine pour le catering aérien, puisqu'on a Roissy à côté. Ouais. Souvent, dans les avions, on ne mange pas bien. Ouais, je confirme. Alors, à chaque fois, les PDG, mes collègues PDG de compagnies aériennes me disent « Ah oui, mais chez moi, en première, on mange très bien. » Non, il faut regarder quelle est l'assiette du type qui voyage en classe éco. Et là, c'est très, très, très moyen. Et donc, clairement, moi, je pense que si on a des produits frais, sains, cuisinés, peut-être avec les conseils d'un grand chef, et qu'on les retrouve sur Air France et Transavia, on sera très heureux. Et donc c'est ça que je vais proposer à la collectivité aéroportuaire demain, c'est cet atelier de transformation qui leur permettra de faire une cuisine pour le catering aérien. Et puis, enfin, on va distribuer, bien sûr, on va faire la même chose qu'à Rungis, sur un marché, avec l'Agora des producteurs. L'Agora des producteurs, on pourra présenter des produits qui ont été faits dans le nord de la France, en Normandie, en Bretagne, en Touraine, dans l'Est. Et tout ça, c'est prêt, hein. Ils vont venir, ils pourront présenter leurs produits, les vendre directement sur le carreau d'Agoralim, et c'est une innovation. On aura plus de produits frais d'Île-de-France. Ça va. Le succès que j'ai avec Benjamin Simoneau de Vos et le carreau des producteurs, je veux le répliquer dans le nord de l'île. Et ça, c'est à quelle échéance aussi alors? On pense qu'en 2027-2028, on aura livré le premier pavillon. La dimension internationale du business de Rungis, c'est quoi? C'est exporter votre savoir-faire en matière, pour la Cemaris finalement, en matière d'organisation du marché, ou c'est aller convaincre des acheteurs de la qualité des produits de Rungis, des acheteurs qui sont ailleurs? C'est quoi? Les deux, mon général. On fait les deux. C'est-à-dire qu'on exporte énormément de produits dans le monde entier, d'abord grâce aux agriculteurs, grâce aux grossistes de Rungis qui savent faire ce métier, et grâce à Bibi qui est président de l'Union mondiale des marchés. Et je vais expliquer avec ma canne et mon chapeau que ce qu'il y a de meilleur, il est à Rungis. Hein, et donc je fais ce métier de VRP depuis 12 ans et je le fais pas trop mal. Et donc ça sert l'agriculture française. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de dire on a des bons produits, il faut expliquer pourquoi, convaincre les gens, leur faire goûter, leur faire vivre l'expérience. Et puis, la deuxième chose, c'est que je vends le modèle le plus efficace de distribution et de logistique alimentaire, qui est celui de Rungis. Et donc ce modèle, c'est très souvent un chef d'État ou un grand chef d'entreprise vient visiter Rungis à 4h du matin et dit « je veux le même dans mon pays ». Là, on vient de livrer un marché formidable à Cotonou, au Bénin. On est en train d'en fabriquer un. Justement, avec finalement cette casquette de président là, qui réunit tous les... de l'Union mondiale des marchés. De l'Union mondiale des marchés. Il n'y a pas que des marchés gros, il y a des marchés de détail aussi.
Donc c'est assez considérable. Comment ça fonctionne dans les autres métropoles européennes? Je pense à Londres, qui a une taille similaire à celle de Paris. Eh bien, il y a des marchés dans le monde entier. D'ailleurs, mes collègues de Londres, pour vous amuser, ils appartiennent à la City. C'est la City de Londres qui gère les marchés gros et les marchés financiers. Et donc ça, c'est un clin d'œil. Et donc, ils font les deux. Et ils sont en train d'essayer de restructurer leur marché. Ils ont 4 marchés spécialisés par produit. Et donc ça marche pas bien, parce que évidemment, vous voyez le restaurateur qui va au sud de Londres pour acheter le poisson, au nord pour acheter la viande. Et il passe par Covent Garden pour les fleurs, et puis il va à gauche pour les fruits et légumes. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. Mais vous savez, les Anglais, ils n'ont pas un rapport à l'alimentation facile. Non, mais il faut bien qu'ils se nourrissent quand même. On est bien d'accord. En tout cas, merci 1000 fois, Président, du temps que vous avez accordé pour nous partager finalement à la fois l'histoire qui est la vôtre, mais celle de Rungis, et qui sont intimement liées. Nous raconter un peu les coulisses, parce que comme je disais avant qu'on enregistre, tout le monde connaît Rungis, mais tout le monde ne connaît pas vraiment en fait son fonctionnement. Merci de nous avoir partagé avec passion, sourire et bienveillance toute cette expérience. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.